Je dois vous dire franchement, dans les organisations internationales que je fréquente aujourd'hui, par la force des choses, on est un peu étonné par cette France qui s'occupe de Le Pen, et qu'on présente comme une alternative. Et puis je vais vous dire, monsieur Lanzy, moi, pendant la guerre d'Algérie, j'ai défendu beaucoup d'Algériens, de militants qui ont été beaucoup torturés. Alors vraiment, Le Pen, ça suffit. L'invité de 7 sur 7 ce soir est revenu pendant quelques heures de Bulgarie où se tient pour 5 semaines de fil la conférence générale de l'UNESCO qui réunit cette année à Sofia. Au sein de cet organisme des Nations Unies pour l'éducation, pour la science et la culture, son siège est à Paris, vous le savez sans doute. Au sein de cet organisme, donc, la France est représentée depuis ce printemps par Gisèle Halimi. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. En tant que chef de délégation française à Sofia, dans cette conférence, bien sûr, je vais vous demander comment évolue l'UNESCO. C'est une question qu'on se pose depuis 18 mois, depuis qu'il y a quelques problèmes avec certains de ses membres. Vous nous direz ce qu'il en est, ce que vous en pensez, puis aussi vous allez croiser toute l'actualité. Je pourrais dire, comme vous l'avez fait tout au long de votre carrière, de la Tunisie où vous êtes né, à cette fonction d'ambassadrice de France que vous avez aujourd'hui. C'est bien ça, ambassadrice? Je me suis pas trompé. Oui, absolument. Ambassadrice, c'est l'ambassadeur de sexe féminin. Alors, une carrière d'avocate au barreau de Tunis d'abord, puis au barreau de Paris à partir de 1955. Vous avez notamment défendu des inculpés du FLN pendant la guerre d'Algérie, des militants, mais aussi des femmes poursuivies à l'époque pour avoir avorté, des écrivains, Sartre, Simone de Beauvoir. Avec elle, avec Simone de Beauvoir, vous créez en 1971 le mouvement Choisir pour la défense des droits des femmes. Vous menez le combat pour l'avortement libre, pour l'égalité des droits. C'est l'époque où vous écrivez La cause des femmes. Vous rédigerez un peu plus tard le programme commun des femmes. Et puis vous entrerez carrément en politique. Bien que vous soyez seulement apparenté au groupe socialiste, vous allez être député de 81 à 84 dans l'Isère, circonscription de Voiron. Et à l'Assemblée, vous allez occuper d'abord la présidence du groupe parlementaire contre le racisme, puis vous êtes aussi à la tête du groupe d'études contre le sexisme. Donc vous voyez, vous retrouvez toujours ce qui fait la base de votre vie. Après cela, vous allez être chargé de mission auprès du ministre des Relations extérieures pour étudier le sort des organismes internationaux. Nous venons là à l'UNESCO. Vous avez à choisir entre le mandat de député et cette mission d'études, et puis la fonction d'ambassadrice dont nous parlions à l'instant. Alors, l'UNESCO, ses difficultés. Le retrait américain effectif il y a 10 mois a privé l'organisme de 25% de ses recettes. Et il est à craindre qu'il n'y ait fait boule de neige puisqu'il y a eu un préavis de retrait de la part de la Grande-Bretagne pour le début de l'année prochaine. Les États-Unis, je le rappelle, demandent plus de neutralité idéologique à l'UNESCO, moins de bureaucratie aussi, s'oppose à la gestion du directeur général M. Mbo, à certaines de ses options sur l'ordre mondial de l'information et demande des réformes. Demandez, ils sont sortis. Mais les autres, ceux qui restent, où en sont-ils et que fait la France? La difficulté, pour parler de l'UNESCO, voyez-vous, c'est que ce qu'elle fait, ce que fait l'UNESCO est difficilement cernable parce que son domaine, c'est la culture. Son moyen, c'est l'intelligence. Son objectif, c'est le progrès, la solidarité entre les peuples. Alors quand tout va bien, rien ne se voit. Et quand il y a un problème, eh bien ça fait la une, d'une manière d'ailleurs assez injuste. Je dois dire que je suis très heureuse de dire à quel point l'UNESCO souffre un peu du désamour de l'information, pour ne pas dire quelquefois d'une désinformation et même quelquefois de procès d'intention. C'est vrai qu'on a très peu parlé de votre réunion ces jours-ci à Paris, dans la presse. Pourtant, cette réunion s'est déroulée jusqu'à présent en d'excellentes conditions. Et pour en venir tout de suite au rôle de la France, je suis très fière. Nous avons lieu d'être très fiers parce qu'à la suite d'une petite difficulté née dans le groupe occidental auquel nous appartenons, eh bien, on n'a pas vraiment voulu de la France dans le comité qui rédige les résolutions, ce qui est un rôle très important, parce que c'est ça qui devient la décision. C'est ennuyeux. C'était un petit peu ennuyeux, mais on s'est entêté, moi en tout cas, et nous avons décidé d'aller devant l'Assemblée de la Conférence Générale, en prenant le risque. De faire voter l'ensemble, en quelque sorte. Et l'ensemble a plébiscité la France, qui est un pays occidental, qui est fidèle à sa solidarité occidentale, mais qui est en même temps un pays charnière avec justement le tiers-monde. Alors que fait l'UNESCO? Qu'y a-t-il de vrai, qu'y a-t-il de faux dans les procès qu'on lui fait? Il y a d'abord incontestablement une nécessité de réforme. Vous savez, l'UNESCO a été créée en 1945, mais ce qui m'a, moi, personnellement ému,
c'est de lire quelque part qu'en 1942, alors que Londres croulait sous les bombes, le ministre de l'Intérieur britannique, M. Butler à l'époque, a eu l'idée, comme une urgence, qu'il fallait réunir tous ses collègues tout de suite pour trouver un moyen de créer une organisation, future UNESCO, qui fasse en sorte que la guerre prenant naissance dans l'esprit des hommes, c'était dans l'esprit des hommes qu'on devait élever les barrières de la paix. Je cite à quelques mots près l'acte constitutif. Alors, qu'est-ce qui a pu se passer pour que les Britanniques aujourd'hui disent nous aussi nous allons sans doute partir? Alors eux qui sont sans doute à l'origine, vous venez de nous dire. Les Britanniques objectivement ont été à l'origine avec la France. On a créé un comité, c'est l'enfant qu'on a fait ensemble. On a créé un comité temporaire pour faire des réformes. On a beaucoup travaillé. Ce comité temporaire a rendu son rapport. On peut dire en gros mission remplie. Les économies, 25% du budget en moins, elles sont faites. Elles ont dû être faites. Ce qui correspond à la sortie américaine. Bon. Tous les programmes, il y a 14 programmes, à l'exception d'un qui pose des problèmes, c'est vrai, la paix, le désarmement, les droits de l'homme. Les 13 autres programmes ont fait l'objet d'un accord. Le comité de résolution était présidé par la France, par moi-même, et nous sommes arrivés dans des conditions difficiles à un accord. On appelle cela le consensus. C'est important le consensus, parce que contrairement à ce qu'on dit, ça n'est pas la dictature d'une majorité sur une minorité. Un consensus, c'est que, 1, il n'y a rien d'inacceptable dans ce que vous acceptez, et 2, vous avez fait des concessions. Nous sommes donc arrivés sur 13 programmes à cela. Les recommandations sont aujourd'hui à la conférence générale de Sofia. Si je puis dire, ce sont sur des rails, nous sommes sur des rails, nous avons marqué l'essai dans le conseil exécutif, et en langage de rugby woman, je voudrais dire, bien à Sofia, il faut transformer l'essai. Donc les réformes peuvent être mises en œuvre à brève échéance et modifier l'attitude de certains de nos voisins européens qui étaient assez réticents à l'égard de l'action générale de l'organisme. Monsieur Larzy, il y a deux choses. Si on parle de l'UNESCO, des réformes, il n'y a aucune raison de ne pas réussir. Si chaque pays, et c'est son droit, il est souverain, a des raisons politiques, intérieures ou étrangères, de vouloir combattre le système des organisations internationales et de vouloir détruire cet instrument irremplaçable qu'est l'UNESCO, ils s'en diront. Bah là, il y a surtout, je pense, le Parti socialiste et son évolution, les stratégies personnelles ou autres, et le bilan du Congrès de Toulouse qui doivent vous passionner. Oui, je regrette d'ailleurs pour ma part de n'avoir pas pu le suivre. Je trouve tout à fait positif que finalement on ait fait taire un peu les antagonismes intérieurs et qu'on aille unis à la bataille. De toute manière, il vaut mieux aller unis. Et l'expérience que... En fait, je ne suis pas, comme vous le savez, du Parti socialiste, je n'ai jamais été membre. Je me demandais pourquoi vous étiez apparenté et pas membre quand vous étiez député. C'est-à-dire que j'ai été présentée comme féministe, présidente du mouvement Choisir, mais avec le soutien du Parti socialiste dans l'Isère, dans la 4e circonscription. Oui. Et je suis devenue, une fois élue, apparentée au groupe. Mais vous savez, être apparentée à un groupe, pour tous les groupes, je crois que c'est ne pas être vraiment à part entière. C'est une situation difficile et ambiguë. C'est une façon de cultiver sa marginalité aussi. Comme féministe, je ne sais pas, je ne crois pas que les féministes soient marginales, mais le fait est qu'elles sont regardées comme marginales. Elles sont majoritaires, mais elles sont regardées comme marginales. Et s'il y a un endroit où elles sont regardées comme marginales, c'est bien à l'Assemblée nationale, où nous sommes une infime minorité, où nous risquons d'être encore moins nombreuses, et où le mot, je crois même que j'ai dû être la première à prononcer le mot en tant que féministe, et peut-être la première à vouloir que mes propositions de loi, Madame Halimi, députée prennent un cet état. Je crois qu'on a dû considérer ça comme des fantaisies. En fait, je crois que le langage, l'expression, l'affirmation de ces valeurs qui ne sont ni supérieures ni inférieures, qui sont le nôtre, celle des femmes, était quelque chose de nouveau et de nécessaire. Alors, comme députée, j'ai fait une expérience à la fois dure, je dois dire, et enrichissante. Dure d'abord de Paris, féministe, députée dans la 4e circonscription de l'Isère, à moitié, il faut bien le dire, agricole. Un peu parachutée, disons. Hein. Tout à fait parachutée. Bon, je me présentais en disant « je suis la parachutée ». Mais je disais « faites-moi confiance, je crois étudier des dossiers, je vous défendrai, j'étudierai, voici 2 ou 3 dossiers que je connais bien, pour le reste, faites-moi confiance ». Et je dois dire qu'on m'a fait confiance et que cette confiance
m'a donné des forces inouïes, parce que cette confiance ne venait pas uniquement de ceux qui votaient socialistes. Je veux dire que, par exemple, j'étais très touchée, moi, par la confiance des agriculteurs que je ne connaissais pas, que j'ai appris à connaître. J'ai vu, par exemple, quand on parlait de la sécheresse tout à l'heure, je suis persuadée que dans beaucoup de foyers, on doit se dire, ces agriculteurs, toujours en train de réclamer... mais c'est pas vrai. Moi, j'ai vu des agriculteurs, j'étais très émue, me montrant leurs arbres foudroyés par la tempête, en parler en pleurant, comme on parle d'un enfant malade ou d'un enfant abattu. Les femmes de cette circonscription, qui n'étaient pas toutes socialistes, mais qui étaient femmes et qui avaient envie tout de même que les femmes progressent, m'ont fait confiance. Ça a été à ce point de vue-là une expression, quelque chose d'assez... enrichissant. Et puis j'ai eu ce que j'appelle une famille dans l'Isère. Alors si je vous suis bien, si vous étiez resté député, vous seriez allé à Toulouse au congrès du PS et vous auriez manifesté avec les militantes qui ont dit « nous ne sommes pas assez représentés au sein de ces listes proportionnelles ». Écoutez, alors je vais vous dire très franchement ce que j'en pense. Je pense que c'est scandaleux. C'est scandaleux d'être si peu représentés, vous les femmes. Il est scandaleux que les femmes soient si peu représentées, aussi bien par le Parti socialiste que par les autres partis. Car tout de même, la proportionnelle ne laisse aucune excuse aux dirigeants de parti. Il suffit, jusqu'à présent on disait, une femme dans un scrutin uninominal, oh, elle va nous faire perdre la circonscription. Vous connaissez tout ça, les femmes ne votent pas pour les femmes ne savent pas s'exprimer, les femmes n'ont pas le temps. Mais là, dans un scrutin de liste, il suffit de vous mettre en tête de liste et vous êtes sûr de passer. Alors vous regrettez de ne pas avoir dit ça fermement à Toulouse. Ben, vous le dites aujourd'hui à la télévision. Non, mais je l'ai toujours dit avant. Vous savez, à l'Assemblée nationale, j'ai été l'auteur avec le Parti socialiste d'un projet de loi, un quota pour les femmes, qui était évidemment une mesure un peu arbitraire, parce qu'elle disait il faut tant de femmes dans les listes, mais qui permettait peut-être aux mentalités d'évoluer. Et elle a été votée à l'unanimité. À l'unanimité, ce qui n'a pas empêché le Conseil constitutionnel, à mon sens pour de mauvaises raisons, de l'annuler. Il y a donc, je veux dire, c'est ça qui est important, une bataille commune à mener pour les femmes. Je veux dire, aussi bien les femmes socialistes que Monique Pelletier, que les autres, elles mènent la même bataille. Il faut quand même être honnête et dire qu'il y a un parti qui a l'air de tenir ses engagements, c'est le Parti communiste, puisqu'il présente 30% des femmes. Ce que je voudrais dire aussi, si vous le permettez, parce que c'est important, il me reste quand même quelques fiertés de mon passage à l'Assemblée. Je me dis tout de même que j'ai voté la retraite à 60 ans et que peut-être on ne reviendra pas dessus, quoi qu'il arrive. La décentralisation, la France jacobine s'est soufflée dans son archaïsme. Les lois Auroux qui ont permis quand même un dialogue à l'intérieur des entreprises. Sans doute aussi l'abolition de la peine de mort. Et j'allais dire, il y a le remboursement de l'IVG, qui n'est pas un projet gouvernemental, il faut quand même le dire, hein, ça vient des députés. Et l'abolition de la peine de mort a été peut-être un des temps les plus forts, je crois, de ma vie, parce que je me souvenais de ces tribunaux où j'avais défendu des hommes qui étaient condamnés à mort, certains d'entre eux ont été exécutés. Brusquement, la France devenait une nation qui avait franchi qualitativement le pas de la civilisation. Philippe Seguin, je me souviens, présidait et avait demandé exceptionnellement le droit de voter pour l'abolition de la peine de mort. Ça a été un moment très fort. Est-ce qu'il y a, Gisèle Halimi, un phénomène Le Pen pour vous? C'est-à-dire que je trouve que Le Pen, ça pose d'abord pose un problème, c'est le bon usage de la démocratie. Parce que oui, il faut respecter le droit d'expression de chacun, mais il faut donner à ceux qui vous écoutent, les millions de téléspectateurs, les auditeurs, les moyens de contrôler l'information. Il faut que nous puissions distinguer le battleur d'estrade, qu'est Le Pen, du leader politique. Et au leader politique, on pose d'autres questions. Qu'est-ce que le FMI et la dette? Qu'est-ce que c'est pour vous le tout nucléaire en cas de surproduction d'énergie, l'IDS ou l'Eureka? Et on ne se contente pas de dire 108 milliards ou 8 milliards, c'est la même chose pour le coût des immigrés. Je trouve que à cet égard-là, Claude Sérion a fait quelque chose d'assez épatant, tout à fait du journalisme à l'américaine hier soir, quand il a montré les deux séquences où on voit Le Pen affirmer qu'il n'est pas assujetti et puis dire « moi je n'ai jamais dit ça ». C'était avant-hier soir. C'était avant-hier. Non, c'était hier soir, excusez-moi. Je crois que c'était hier soir. J'étais hier soir. Pardon, c'était hier soir. Alors, je dois vous dire franchement, dans les organisations internationales que je fréquente aujourd'hui, par la force des choses,
on est un peu étonné par cette France qui s'occupe de Le Pen, qu'on présente comme une alternative. Et puis je vais vous dire, Monsieur Lanzy, moi, pendant la guerre d'Algérie, j'ai défendu beaucoup d'Algériens, de militants qui ont été beaucoup torturés. Alors vraiment, Le Pen, ça suffit. Israël publie un livre blanc faisant le point de tous les attentats commis, attribués à l'OLP depuis le 11 février, depuis l'accord entre Arafat et Hussein. Ils en ont trouvé 380. Mais l'OLP, j'avais entendu le discours à la tribune de Sofia du représentant de l'OLP, qui est observateur. Il a aussi donné une espèce de livre blanc du terrorisme israélien. Alors ce que je veux dire, des idées très simples et peut-être simplistes, il ne sert de rien de savoir qui est le plus terroriste des deux, ou quel terrorisme est un terrorisme de représailles par rapport au précédent. La deuxième idée, c'est que si on veut mettre fin à une guerre, la meilleure façon de le faire, c'est de laisser négocier ceux qui peuvent faire la paix. Et la troisième idée, eh bien, c'est de reprendre comme base de cette négociation ce que les Nations Unies et la France d'ailleurs ont pris comme base, c'est-à-dire il faut que la vie et la sécurité d'Israël soient absolument garanties, mais il faut aussi que la Palestine ait droit à une patrie, à un drapeau et à une dignité. Il semble qu'aujourd'hui on soit dans l'impasse sur le plan diplomatique en attendant une prochaine rencontre. C'est une régression parce que je pense que ces incidents, pour douloureux, pour horribles qu'ils soient, je pense à cet otage assassiné d'une manière abominable, ne doivent pas empêcher le processus de paix de se faire. Il était en bonne voie, il faut continuer, il faut surmonter tout cela et il faut parler. Dernier élément de reportage de cette émission, des colloques femmes, violence et sécurité se sont tenus ces derniers temps dans plusieurs villes de France et tout récemment à Lille, auparavant à Toulon, à Lyon. On en avait besoin, Un bilan sera dressé, vous le savez bien, un bilan sera dressé à Paris en fin novembre ou en décembre. Il y a un viol par jour à Paris. C'est épouvantable. Et les chiffres disent qu'en 83, il y en a eu 2800, c'est-à-dire 1000 de plus qu'en 80. Les chiffres disent, parce qu'entre le viol et le viol déclaré, vous savez quelle est la marge. Et le viol jugé. Dans ce domaine, nous sortons à peine de la préhistoire, dit Yvette Roudy. La femme reste un objet dont on peut user et abuser. Terrible. C'est vrai que le viol, c'est vraiment tuer la femme dans la femme. C'est une destruction abominable et que c'est un crime culturel. D'ailleurs, l'UNESCO a un programme 14, qui est le programme sur la condition des femmes, où nous devons lutter contre ces violences sexuelles. Je crois que l'une de ces jeunes femmes, elle a été défendue par nous dans notre cabinet et nous pouvons presque témoigner d'une destruction à peu près irréversible.